La RDC a accueilli le Digital Africa Summit ce jeudi, une conférence qui a donné la parole à plusieurs ministres, dont celui de l'économie numérique, des Pétentique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le directeur général de la RPTC qui ont évoqué la connectivité mobile et les services numériques qui connaissent une croissance en République démocratique du Congo. La voie à suivre pour concrétiser en Afrique centrale les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est sous ce thème que Kinshasa a abrité ce jeudi la cérémonie d'ouverture du colloque international Chine-Afrique centrale. Pour non-paiement des taxes et redevances de la ville de Kinshasa, la société American Fresh Food, spécialisée dans la commercialisation des produits alimentaires, se retrouve non en règle avec l'administration fiscale de la capitale. À cela s'ajoute la société Shangchong SRL, des usines scellées pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa. Insécurité dans le Sud Kivu, des personnes ont perdu la vie. On parle de manque de climat de confiance entre une frange des compatriotes Wazalendo et entre ces derniers et les FARDC. L'élu de Mwenga, Trésor Mouti, qui a rencontré le coordonnateur de la Réserve nationale de la défense, le lieutenant-général Padiri Boulenda, ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Télé 50. La première ministre séjourne depuis mercredi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Judith Suminwa Tuluka poursuit ainsi dans le sud-est du pays son programme d'itinérance dans les provinces. Après avoir communié avec la population locale, les chefs du gouvernement étaient descendus sur terrain afin de voir dès ses propres yeux l'état des infrastructures portuaires et lancer les travaux de réhabilitation des routes d'intérêt économique national et provincial. C'est à la place Lubungo, à bord d'une pelleteuse, que la première ministre a lancé les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba, épine dorsale de la ville de Kalemi, qui s'étend sur une longueur de 12,5 km. La réhabilitation de cette chaussée est d'autant plus importante pour la vie économique de la région qu'elle est connectée à deux routes nationales, la RN5 et la RN33. Ainsi, elle permettra d'approvisionner en biens essentiels les autres provinces voisines, notamment le Haut-Lomami, le Lola, le Haut-Katanga, avec la possibilité d'aller vers le Maniema et l'espace Kasaï. Le boulevard Lumumba a également une vocation touristique étant donné qu'il longe le lac Tanganyika. Les travaux ainsi lancés seront exécutés grâce au financement du programme sino-congolais sous la facilitation de l'agence congolaise des grands travaux. Après les infrastructures routières, la première ministre s'est penchée sur le port international de Kalemi, poumon économique de la région. Aujourd'hui, en perte de productivité à cause des dégâts causés par la montée des eaux du lac Tanganyika, Judith Suminwa a sillonné les différents compartiments de ces hauts lieux de négoce, découvrant les conditions difficiles dans lesquelles les agents portuaires et les commerçants y travaillent actuellement. Pour la patronne de l'exécutif central, la réhabilitation de ces ports devient plus qu'une urgence. Elle a annoncé les débuts prochains des actions de réhabilitation de ces ports économiques stratégiques. Il faut rappeler que le gouvernement a signé récemment un contrat public-privé avec une firme chinoise pour la modernisation de ces ports, dont la première phase des travaux coûtera un peu plus de 70 millions de dollars américains. Le port de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, connecte la RDC avec ceux de Bujumbura au Burundi, de Mpulungu en Zambie et de Kigoma en Tanzanie. Sa réhabilitation représente un réel soulagement pour les populations de la région et une véritable source de revenus pour l'État congolais. Situation sécuritaire préoccupante à Mwenga dans le Sud Kivu. Il y a eu mort d'homme dans la matinée de ce jeudi. Et pour rétablir le climat de confiance entre les différents groupes des patriotes résistants Wazalendo dans le territoire de Mwenga d'une part et d'autre part les Wazalendo et les FARDC, Trésor Lutala Mouti, qui en sa qualité de l'élu du peuple a été en audience avec le coordonnateur de la Réserve nationale de la défense, le lieutenant-général Padiri Boulenda. Le sujet au centre de cette audience, c'est l'instabilité socio-sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays suite aux accrochages armés ayant eu lieu depuis hier et même aujourd'hui à Mwenga Centre entre le groupe Wazalendo Malaika et ceux du général Nyakiliba à cause des malentendus à la base de morts d'hommes, des blessés ainsi que des pillages de certaines maisons commerciales. Le leader de Mwenga, Trésor Mouti Lutala, qui a déploré cet acte, a eu des assurances de la part du coordonnateur national de la RAD qui s'est engagé à s'impliquer pleinement pour que la
l'accalmie revienne et que pareille situation ne se répète plus afin que le climat de confiance règne désormais au sein des troupes pour ne pas donner l'occasion d'infiltration à l'ennemi. En ma qualité de député national élu de Mwenga, je suis venu voir le coordonnateur national de la RAD, le lieutenant-général Padiri, parce qu'il y a une situation qui vient de se produire à Mwenga ce matin. Il y a eu mort d'homme. Ça fait au moins 48 heures que ça ne va pas sur l'aspect sécuritaire. Il y a accrochage entre les éléments de Wazalendo à Mwenga et groupe Nakiliba et groupe Malaika et avec notre armée non FARDC. Raison pour laquelle je suis venu voir leur coordonnateur pour en parler et voir quelle solution apporter à leurs revendications et surtout pour que un climat de paix puisse régner chez moi à Mwenga. Nous combattons tous l'ennemi qui est le M23 et les Rwandais. Pour finir, le député national Trésor Moutiki Lutala a lancé un appel au calme entre les principaux protagonistes car les enfants d'une même famille ne peuvent pas s'entretuer, surtout quand ils sont devant un envahisseur qui n'est autre que l'AFC M23, supplétif de RDF. On ne peut parler de développement sans économie numérique et la RDC a accueilli le Digital Africa Summit ce jeudi, une conférence qui a donné la parole à plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie, des Pétentique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, et le directeur général de la RPTC qui ont évoqué la connectivité mobile et les services numériques qui connaissent une croissance en République démocratique du Congo, le thème étant accélérer la transformation numérique en RDC. Organisé par le GCMA Africa et Invictus Global Media Group en partenariat avec Visa, le sommet a réuni des ministres, des hauts responsables gouvernementaux, des régulateurs, des dirigeants d'entreprises et des partenaires au développement afin de façonner l'avenir de l'économie numérique en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur l'action collective pour renforcer la connectivité numérique entre les communautés, l'investissement dans les infrastructures, l'argent mobile et les services financiers numériques, ainsi que l'adoption des technologies émergentes. Parmi les hauts représentants du gouvernement attendu figure André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le Digital Africa Summit vise à transformer les discussions en actions concrètes. L'événement souligne l'urgence des réformes politiques nécessaires pour élargir la connectivité et garantir que tous les citoyens congolais bénéficient des opportunités offertes par l'ère numérique. Aujourd'hui, pour qu'une transaction se fasse à 100 km ici à Kikwit ou à Bandundouville, il faut déplacer de l'argent, des billets de banque, et il faut espérer attendre qu'on puisse payer les fonctionnaires, et encore il faut que ces billets de banque puissent circuler dans le village qui se trouve à 20 km de Bandundouville ou bien de Kikwit, et tout ça avec le niveau d'infrastructure de notre pays, c'est difficile. Une attention particulière a été accordée au rôle des partenariats publics-privés pour élargir l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services publics via les partenaires numériques, tout en améliorant la transparence et l'efficacité. Kinshasa a abrité ce jeudi la cérémonie d'ouverture du colloque international Chine-Afrique centrale organisé autour du thème « La voie à suivre pour concrétiser en Afrique centrale les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024 ». Ces assises réunissent des représentants des structures techniques de l'État, des participants aux travaux du FOCAC 2024, mais aussi des personnalités scientifiques issues des think tanks, d'universités, des centres de recherche, des cabinets d'études, sans oublier des écrivains et experts de renommée internationale. L'événement a été marqué par les allocutions de M. Zhao Bin, ambassadeur de Chine en RDC, de M. Zhu Pingzhang, vice-président de l'Institut du peuple chinois pour les affaires étrangères, et de M. François Mwamba Chichimbi, coordonnateur du CPVS. La coopération Chine-Afrique centrale appelle à la promotion d'une coopération de haute qualité afin de tirer le maximum des accords sur les partenariats économiques de développement commun. Cette coopération stipule l'émergence d'une forte synergie, non seulement entre la Chine et l'Afrique centrale, mais davantage encore entre les pays d'Afrique centrale eux-mêmes. À mes frères d'Afrique centrale ici présents, je dis que nos nations ont une communauté de destin qui ne peut être fructifiée
que dans l'unité et la coopération mutuellement profitable. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans la suite des engagements et acquis du sommet de Beijing, du forum sur la coopération sino-africaine en 2024 et sera placée sous le thème « La voie à suivre pour les pays d'Afrique centrale pour concrétiser les acquis du sommet du FOCAC 2024 ». L'histoire et la réalité ont prouvé que la Chine est un partenaire pragmatique auquel les pays de la sous-région peuvent toujours faire confiance, et choisir la Chine, c'est choisir la stabilité, l'efficacité et la durabilité. Ce colloque constitue une plateforme d'échange composée de plusieurs parties prenantes et donc une occasion pour les principaux groupes de réflexion et instituts de recherche d'Afrique centrale, les organisations internationales et les services gouvernementaux de participer et d'échanger sur des sujets tels que les grands enjeux du développement africain, la coopération Chine-Afrique pour faire progresser la coopération avec le Sud. Et dans l'actualité, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, a salué le leadership réformateur de son collègue de la justice, Guillaume Gueffa. Il a dit à l'issue de leur entretien qu'il jette les bases d'une nouvelle ère. Pour l'écosystème entrepreneurial en RDC, Guillaume Gueffa est un réformiste avéré. C'est un partenaire stratégique dans le combat pour libérer le potentiel de petites et moyennes entreprises, a déclaré Justin Kalumba, insistant sur la convergence des visions entre les deux membres du gouvernement. Au cœur de leurs échanges, la facilitation de la création d'entreprises en RDC. Pour Kalumba, il ne suffit plus de promouvoir l'entrepreneuriat par des discours. Il faut démanteler les barrières administratives qui étouffent les initiatives. Nous sommes venus les voir sur des questions liées à l'entrepreneuriat et surtout à la promotion des petites et moyennes entreprises. Mais pour promouvoir ces entreprises, il faut déjà faciliter leur naissance. Et lui, il est le patron de ce qu'on appelle le guichet unique de création des entreprises. Guillaume Gueffa, un véritable juriste réformateur, a prêté une oreille attentive à cette vision. Les deux ministres sont convenus de lancer des réformes audacieuses, notamment la digitalisation du processus de création des entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Une avancée qui placerait la RDC sur la voie des standards internationaux et qui donnerait un souffle nouveau à des milliers de jeunes et femmes porteurs des projets. Cette synergie entre l'entrepreneuriat et la justice est perçue comme un signal fort. Le gouvernement congolais veut transformer la volonté politique en actes concrets. Pour Justin Kalumba, l'heure n'est plus aux promesses mais à l'action. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'engager des réformes afin de permettre notamment la création d'entreprises sur l'ensemble du pays à partir de son téléphone, par exemple, de manière digitalisée, en ligne, pour qu'il n'y ait pas toutes ces barrières-là liées à la distance physique. En misant sur la rigueur juridique et le dynamisme entrepreneurial, Kalumba et Nguefa tracent la voie d'une RDC où créer son entreprise ne sera plus un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit accessible à tous. Une révolution en marche qui pourrait redéfinir les bases du développement économique national. Et le ministre des Mines, Louis Vatum Kabamba, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour une mission officielle d'envergure, le lancement des activités dans le secteur minier en République démocratique du Congo. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités provinciales et accompagné des chefs des structures sous tutelle. Reportage de Gaëtan Kouba-Boranti. Par cette mission qui commence dans le sud du pays, le ministre veut renforcer le dialogue avec tous les acteurs de l'industrie minière. Louis Vatum Kabamba attaque les taureaux par le corne et entend tenir un dialogue franc avec les opérateurs miniers via la Chambre des mines ainsi qu'avec les autorités politico-administratives et tous les services concernés. Comme vous le savez, j'ai toujours insisté sur une tripartite gouvernement, opérateurs miniers et communautés locales pour qu'il y ait une meilleure distribution des richesses créées par les mines, mais également regarder à la problématique de l'envahissement des sites miniers par les creuseurs artisanaux, problématique qui pose énormément de problèmes à l'industrie minière, à l'image du pays même. Et nous venons donc pour y regarder et essayer de trouver des solutions. Nous allons également nous pencher sur l'aspect de la dot, dont on parle de plus en plus. Comme vous savez, c'est un instrument de souveraineté qui met le destin des populations entre leurs propres mains pour se développer. Il faut donc qu'il y ait une bonne gouvernance dans la gestion de ces retombées minières-là.
Nous venons voir que tout est en place pour qu'il en soit ainsi. Au programme, identifier et résoudre les problèmes critiques qui limitent l'impact positif de l'exploitation minière, notamment la gestion de la DOT, l'envahissement des sites par les creuseurs artisanaux et l'encadrement de l'artisanat minier. Avant d'échanger avec les opérateurs, le ministre a présenté ses civilités à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, confirmant ainsi la coordination avec les autorités provinciales. Il a ensuite rejoint les acteurs du secteur pour un échange constructif, réaffirmant la volonté de promouvoir une exploitation minière responsable, transparente et profitable au peuple congolais. Cette visite marque un engagement fort du gouvernement pour un secteur minier plus efficace et bénéfique au service du développement économique et social de la province et du pays. Coopération RDC-Maroc, la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays était au centre d'une réunion stratégique entre le ministre Julien Paluku et le secrétaire d'État marocain à l'industrie et au commerce extérieur, Omar Ejira, au Nouveau-Caire, en Égypte. Les détails de cet élément avec Grace Salambo. La République démocratique du Congo et le Maroc s'engagent désormais à accroître le volume de leurs échanges commerciaux. Mais aussi, Kinshasa va bénéficier de l'expertise de Rabat dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du textile et de l'automobile, retombée de la réunion stratégique du lundi 15 septembre au Nouveau-Caire en Égypte entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia et le secrétaire d'État marocain à l'industrie et au commerce extérieur Omar Ejira, et ce, en marge de la 17e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone libre-échange continentale africaine. Le ministre du Commerce extérieur, accompagné des opérateurs économiques congolais, a été invité par ailleurs officiellement au Salon africain des exportations prévu du 11 au 12 décembre 2025 dans la capitale marocaine. Une belle vitrine pour les exportateurs congolais qui exposeront les produits made in DRC qui intéressent les consommateurs marocains. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui consolide davantage la diplomatie économique et commerciale, la RDC est désormais au cœur de tous les débats planétaires, et c'est là conformément à la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est celle de faire de la RDC un acteur majeur dans le commerce international, d'où la Fédération des entreprises du Congo et la Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises du Congo sont appelés à se joindre aux efforts du gouvernement, a-t-il insisté. Toujours avec Grace Salam, on parle assainissement durable de Kinshasa et des ETD. La ministre déléguée à l'environnement en charge de l'économie du climat, Arlette Bahati-Tito, préconise la tenue d'une table ronde, elle a dit, au cours d'une conférence débat organisée par le club bâtiment, travaux publics et chambre de métiers. Sachez que la ville-province de Kinshasa compte environ 15 millions d'habitants et 3 millions de ménages qui préconisent 15 millions de tonnes de déchets par jour. Le mécanisme de financement innovant pour les dispositifs d'assainissement des entités territoriales décentralisées, c'est le thème de la conférence débat organisée par le club bâtiment, travaux publics et chambre des métiers. Cette conférence a réuni autour d'une même table les décideurs étatiques et non étatiques, les experts du secteur et la société civile. L'une des conférenciers du jour est la ministre déléguée à l'environnement en charge de l'économie du climat. Prenant la parole, Arlette Bahati-Tito a fait preuve d'une maîtrise des questions environnementales à travers la problématique des recettes locales et le mécanisme de financement. La ministre déléguée a demandé aux conférenciers de procéder d'abord par l'établissement d'un état des lieux avant d'envisager aborder la question liée au financement durable de l'assainissement. La ville-province de Kinshasa, avec environ 15 millions d'habitants, 3 millions de ménages produit à elle seule 15 millions de tonnes de déchets par jour. Pour Arlette Bahati-Tito, la question d'assainissement étant transversale, elle préconise la tenue dans les prochains jours d'une table ronde pour examiner avec acuité le financement à 2 niveaux, c'est-à-dire pour la capitale et pour les entités territoriales décentralisées. L'ancienne présidente de la grande commission environnement de la Chambre haute du Parlement a promis de travailler au sein du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, pour la mise en place d'un cadre légal pouvant réguler ce secteur.
Et sur instruction du chargé de mission de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Gérard Kaja Kamboa, une équipe de la régie financière de la capitale a effectué une mission de scellage dans les entreprises non en règle avec le paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa ce jeudi. Pour ce jeudi 18 septembre, la délégation de l'administration fiscale de la capitale a démarré sa mission au sein de la société American Fresh Food, située au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Cette entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits alimentaires non en règle avec l'administration fiscale de la capitale a été scellée. Toujours au même quartier, plus précisément sur avenue Félix Bossekota, les huissiers fiscaux de la délégation de la DGRK se sont rendus à la société Shangshang SARL. Cette usine, spécialisée dans la fabrication de sachets, a été également scellée pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa. Pour ce jeudi, la descente s'est achevée à Gombe où quelques contribuables irréguliers ont aussi été scellés malgré quelques résistances. Les huissiers fiscaux de la DGRK ont fini par accomplir leur mission. Les contribuables sont appelés à s'acquitter de leurs devoirs civiques afin de permettre à la Direction générale de recettes de Kinshasa de mobiliser les recettes pour donner au gouvernement provincial les moyens nécessaires pour le développement de la ville de Kinshasa. Payer l'impôt et les taxes est un devoir civique. Et puis l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a lancé mercredi le premier appel à projet du fonds Mwinda pour intensifier l'électrification dans ces zones de la République démocratique du Congo. Ce dispositif, financé par l'État congolais et soutenu par la Banque mondiale, entend mobiliser les opérateurs privés et les partenaires techniques autour des solutions innovantes pour l'accès à l'énergie et à la cuisson propre. Le lancement du premier appel à projet du fonds Mwinda illustre l'engagement de l'ANSER à porter les taux d'électrification de la République démocratique du Congo à 62% d'ici 2030 et à 100% à l'horizon 2045. Ce premier appel marque un jalon essentiel. Il ouvre officiellement la porte aux opérateurs privés pour soumettre leurs propositions, mobilise les acteurs publics, techniques et financiers autour d'un dispositif innovant et installe le fonds Mwinda comme un outil structurant pour l'électrification hors réseau ainsi que pour la promotion des solutions des cuissons propres. Dans son intervention, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Sakomi Molendo, a insisté sur la place stratégique de ces fonds dans la construction d'une électrification durable et inclusive en RDC. Cette œuvre collective, fruit de l'engagement inébranlable de toutes les parties prenantes, incarne notre conviction profonde qu'un Congo énergétiquement inclusif est à portée de main. Abordant la mise à l'échelle du dispositif, le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar, a appelé les différents acteurs du secteur à soutenir cette vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. En 2021, alors que beaucoup doutaient de l'avenir de ces fonds, Monsieur le Président de la République a posé un geste fondateur en y apportant la première contribution de 5 millions de dollars. Ce fut le signal politique fort qui a donné vie au fonds Mwinda. 5 ans plus tard, grâce à sa vision et à la constance de nos partenaires, cette idée devient une réalité. Financé par l'État congolais et soutenu par la Banque mondiale, le fonds Mwinda se veut non seulement un catalyseur de projets, mais surtout un levier de transformation énergétique et sociale destiné à éclairer chaque village, chaque foyer et chaque avenir en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de sa rentrée politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo a organisé une conférence sur l'organisation et le fonctionnement d'une commune décentralisée à l'intention de ses élus présents à Kinshasa et de ses hauts cadres. Cet atelier, animé par le professeur Pierre Omba, président de l'AFDC Benelux, et le ministre d'État belge André Flao, a permis aux participants de comprendre les enjeux d'une démocratie locale. Avec l'aide de notre autorité morale, le professeur Bahati, nous avons pu faire un travail pour préparer ce séminaire que nous comptons donner à tous les conseillers communaux de la République. Je crois que la compréhension déjà par la plupart de nos députés provinciaux, nationaux, de la compréhension de cette institution
cela facilitera aussi les échanges et même les plaidoyers pour qu'on achève ce processus. Le ministre d'État André Flao a pour sa part partagé sa riche expérience politique pour avoir été élu provincial et président du Parlement belge. Son brillant exposé a permis aux participants de comprendre l'importance de la proximité d'un élu avec ses électeurs. J'ai aussi voulu rappeler combien la formation était importante pour le personnel politique actuel ou futur, et j'ai aussi rappelé l'importance de partenariats réels dans tous les domaines, orientés vraiment pour la satisfaction des populations en répondant aux besoins de la population, répondant vite, concrètement et bien à ces besoins. C'est le rôle des politiques à tous les niveaux, et pour ça apporter une formation complémentaire, je crois que ce n'est jamais superflu. Les participants ont salué la pertinence de ces échanges avant de remercier les autorités du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo pour cette initiative louable. Les députés nationaux et sénateurs de la FDC ont ainsi eu suffisamment de la matière pour mener un plaidoyer auprès du gouvernement central afin que la Commission électorale nationale indépendante soit dotée des moyens nécessaires pour parachever le processus électoral. En politique, sachez que Samuel Mbemba a lui aussi signé la charte de l'Union sacrée de la nation ce jeudi pour témoigner sa loyauté au premier membre de cette plateforme politique, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était après avoir pris langue avec le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Accompagné d'une grande foule de plus de 20 000 personnes, c'est jeudi 18 septembre 2025, Maître Samuel Mbemba Kabouya a signé la charte de l'Union sacrée de la nation. C'était une foule immense qui a débordé et perturbé la circulation. À son arrivée au siège de l'Union sacrée de la nation, Maître Samuel Mbemba Kabouya a été accueilli par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata. Les deux personnalités ont eu un échange de quelques minutes à huis clos. Juste après, elles se sont dirigées vers la salle des réunions pour la cérémonie des signatures de la charte de l'Union sacrée de la nation. Je suis venu ce jour signer la charte de l'Union sacrée de la nation pour témoigner mon adhésion et mon soutien, mais aussi et surtout ma loyauté à la vision de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de l'Union sacrée, que nous devons tous, nous, Congolais, considérer comme cette plateforme politique qui fédère les énergies. Ici de rappeler que Maître Samuel Mbemba Kabouya a été élu à 2 reprises député national de la circonscription électorale de Lukunga et qu'il a été les meilleurs élus de la ville-province de Kinshasa lors des élections législatives de 2023. On va terminer avec la messe d'action de grâce dite en mémoire de l'ancienne députée Sophie Kakouji qui a été organisée ce jeudi en la résidence du commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave. Le célébrant de la messe a insisté sur la perspective de la vie éternelle rendue possible par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un message qui a capté l'attention des nombreux participants. 40 jours après la disparition de Sophie Kakouji Yumba, familles, proches et connaissances se sont réunis autour d'une messe d'action de grâce célébrant la résidence du commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave par l'abbé Aimé Lusambo de la paroisse Marie-Reine des Apôtres. Dans son homélie, le célébrant a insisté sur la perspective de la vie éternelle rendue possible par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de son vivant. Un message adressé avant tout à l'assistance invitée à méditer sur l'essence de l'existence, tandis que la défunte, selon plusieurs témoignages, a achevé sa course en bonté. Présent à la cérémonie, le général Philémon Patience Mouchidiave, entouré de ses pairs, s'est montré réceptif et réconforté, affirmant trouver consolation dans la certitude que son épouse vit désormais dans la félicité éternelle. Ce sentiment partagé par de nombreux participants a contribué à apaiser la douleur de la perte. La messe s'est conclue par le partage de l'Eucharistie, signe des communions avec Dieu et rappel des valeurs d'amour, d'unité et de fraternité. Un mot de remerciement
remerciement a ensuite été prononcé par Kecha Kaguji au nom de la famille. Elle a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont accompagné et soutenu les siens pour cette épreuve. Venons-en, on rappelle les principaux titres. La voie suivre plutôt. La RDC accueillit le Digital Africa Summit ce jeudi, une conférence qui a donné la parole à plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie numérique des Pétentique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le directeur général de la RPTC qui ont évoqué la connectivité mobile et les services numériques qui connaissent une croissance en République démocratique du Congo. La voie à suivre pour concrétiser en Afrique centrale les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est sous ce thème que Kinshasa a abrité ce jeudi la cérémonie d'ouverture du colloque international Chine-Afrique centrale. Pour non-paiement des taxes et redevances de la ville de Kinshasa, la société américaine Fresh Food, spécialisée dans la commercialisation des produits alimentaires, et la société Sheng Shang SRL, des usines scellées pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa. Insécurité dans le Sud Kivu, des personnes ont perdu la vie. On parle de manque de climat de confiance entre des franches des compatriotes voisins Lendo et entre ce dernier et les FARDC. L'élu de Mwenga, Trésor Moutiki, a rencontré le coordonnateur de la réserve nationale de la défense, le lieutenant général Padiri Boulenda, ce jeudi. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.